Voilà. Voilà, donc ça enregistre. Donc là, oui, je t'enverrai. Ah oui, un point important, est-ce que vous pouvez, le public, mettre dans le chat votre email si vous voulez recevoir après les PowerPoint, enfin, les présentations, et puis les liens, et puis être dans la liste de Mamuffi. Voilà. Donc dans le chat, là, mettez Dominique tout à l'heure était là, bon, je l'ai ton email, mais c'est bien de le remettre là pour que je puisse le récupérer. Et puis les autres. Hein. Voilà, on va redémarrer l'après-midi. Donc, je rappelle que cet après-midi, on a le plaisir d'accueillir Véronique Thomas-Vasselin, donc, qui est déjà venue dans Mamuffi. Elle était venue à l'occasion d'une journée avec Giuseppe Longo, qu'elle connaît. Elle est immunologiste. Elle va nous parler de son itinéraire aussi, de ses travaux sur des systèmes du coup, immunitaires, le système immunitaire, mais aussi dans son rapport au modèle mathématique, comment elle les a elle a enquêté, s'est mise en enquête dessus pour résoudre des difficultés, des problèmes. Voilà, Véronique, merci beaucoup d'être là. Ah, tu as travaillé aussi avec André Respan, ce que j'ai oublié de dire, sur des Oui. systèmes évolutifs à mémoire dont je parlerai moi après toi, un peu. Donc, j'en parlerai pas aujourd'hui parce que les travaux ne sont pas encore assez aboutis, mais voilà, peut-être une prochaine fois. Peut-être une prochaine fois. Là, je t'en mets un peu le son. Je trouve que c'était moins fort. Voilà. Et ben, on te laisse la parole. Et puis, on essaie de réserver une petite demi-heure pour une discussion, pareil, à la fin. D'accord. Voilà, je coupe mon micro. Merci. C'est à toi. Bon, donc, bonjour à tous. Donc, je suis Véronique Thomas-Vasselin et donc je suis immunologiste, donc très éloignée de vos domaines d'actualité là, mais je fais un peu de modélisation mathématique puisque je suis venue à ça pour essayer de comprendre un peu mieux si je pouvais reconstruire ce qui se passe dans les systèmes immunitaires des vertébrés et des mammifères, donc des souris en particulier, qui me servent de modèle justement pour faire des expérimentations du développement au vieillissement, donc à travers le temps, à travers l'espace du corps, et puis essayer d'intégrer ce développement et ce vieillissement, donc toute la temporalité qui est associée au système distribué qu'est le système immunitaire, dans des modèles. Voilà, donc je suis à la Pitié-Salpêtrière à Paris, et puis vous pouvez retrouver sur mon réseau les documents, les articles, etc., dont je vais essayer de m'appuyer, sur lesquels je vais essayer de m'appuyer pour justement expliquer les systèmes dynamiques et l'émergence de la mémoire systémique pour le maintien de la résilience dans l'écosystème immunitaire. Alors, je parle d'écosystème parce que vous allez voir que c'est un système très diversifié et que c'est un micro-écosystème et qui est localisé à l'intérieur de chacun de nos corps et qui correspond aussi, qui communique aussi avec ce qui se passe à l'extérieur et donc nos macro-écosystèmes et toutes les molécules qu'on rencontre tous les jours. Voilà, donc alors il faut que je passe. Voilà. Donc la caractéristique que je vois, moi, les propriétés que j'essaie de dégager des systèmes vivants, ce sont des systèmes dynamiques communicants avec une très grande multiplicité et hétérogénéité, tant au niveau des molécules, des récepteurs que des cellules, qui sont l'organisme minimal de tout organisme vivant et de tout écosystème. Donc, moi, mon intérêt, c'est vraiment de regarder le niveau cellulaire, alors subcellulaire, intracellulaire de temps en temps, mais beaucoup plus au niveau des populations de cellules et des tissus et des organes, enfin voilà, et du système immunitaire, qui est vraiment à l'interface entre notre individu interne et notre individu externe, enfin l'extérieur de notre individu plutôt. Donc, nous sommes des organismes multicellulaires et donc on a à l'intérieur de nous des écosystèmes, le système immunitaire et puis aussi notre microbiote. Les systèmes vivants sont doués de reproduction, d'invention, d'évolution, avec beaucoup de variations stochastiques, des seuils de sélection critiques, une coévolution des systèmes dans l'espace et dans le temps. Donc, je vais adresser le problème de l'ontophylogénèse, la transmission d'informations, l'accumulation dans leur mémoire interne, donc c'est l'état historique des cellules, par exemple, qui ont emmagasiné plein d'informations transmises par différentes manières. L'acquisition et la transmission dans le temps, donc elle peut être d'origine génétique ou encore acquise de façon lamarckienne. C'est des systèmes qui sont très instables, avec aussi de
la plasticité. Mais finalement, au niveau assez élevé, une bonne résilience aux perturbations, même si on va voir que vous avez une petite simulation là, qui vous montre des lymphocytes en train d'évoluer dans un thymus de souris. Là, il y a 93% des cellules qui meurent, donc sélection darwinienne extraordinaire. Mais on est quand même résistant finalement au niveau de notre organisme, donc même s'il y a une très très grosse, très forte sélection. Cependant, il y a un vieillissement des systèmes. Donc, j'essaie d'essayer de comprendre et de modéliser comment se fait l'organisation, mais aussi la désorganisation des systèmes vivants. Et donc, j'ai pris pour mon modèle d'étude depuis ma thèse, en fait, le système immunitaire des mammifères. Donc, j'ai fait beaucoup d'expérimentations sur les animaux, en particulier chez les souris, pour faire des greffes entre différents types de souris, différents âges de souris, pour essayer de comprendre la longévité des lymphocytes. Ils ont une longévité très très courte en fait, ils sont très fortement renouvelés. Et c'est donc cette dynamique que je vais essayer de vous expliquer. Et à travers cette dynamique, il y a aussi une forte génération de diversité qui se fait de façon somatique. Donc, ce n'est pas codé dans l'ADN comme pour les autres cellules du corps. Ça se fait vraiment au niveau de chaque cellule. Et donc, ça donne lieu à un système cognitif adaptatif avec le système immunitaire adaptatif. Donc, on a une mémoire, en fait, un peu comme la mémoire du cerveau, sauf que là, c'est une mémoire de nos rencontres moléculaires et qui se font à l'intérieur de notre organisme. Donc, c'est notre identité moléculaire de notre organisme pour préserver notre intégrité. Et donc, c'est soumis aussi à de l'organisation et de la désorganisation. Donc, en fait, je m'appuie donc sur mes connaissances sur la souris pour essayer de projeter donc, le service de la souris comme un modèle, en fait, expérimental, donc essayer de penser des expériences, etc. Et puis, voir comment on peut faire des analogies avec ce qui se passe chez l'homme. Alors, évidemment, un homme, c'est 3000 fois plus gros qu'une souris. Et puis, faire des modélisations mathématiques, donc ou informatiques, plutôt avec des souris d'ordinateur, cette fois-ci, pour faire ce genre de simulation et puis les tester. Alors, en fait, les systèmes vivants, ils perçoivent et ils peuvent être perçus. Donc, nous-mêmes, nous percevons, nous sommes perçus, mais ça concerne aussi les autres niveaux. Donc, le système immunitaire en particulier, avec les différentes cellules qu'il compose, qui peuvent percevoir ce qu'on appelle des antigènes. Donc, tout ce qui est vu par un système immunitaire s'appelle les antigènes. Et entre autres, les antigènes qui nous composent de nos cellules, de notre corps. Et puis aussi le microbiote, qui est très diversifié. Donc, en fait, je vais vous parler de tout ça, de cette reconnaissance et de cette dynamique qui se passe à l'intérieur de nos corps. Donc, les perspectives sur le système immunitaire, c'est souvent vu d'un point de vue de notre santé, et puis à travers les médecins qui essayent d'intervenir pour prévenir les maladies, faire de la vaccination, trouver des thérapies, etc. Et on s'occupe un peu que d'un côté de la lorgnette, en fait. C'est une visée d'ingénierie, mais ça n'explique pas forcément comment le système immunitaire se développe et comment les choses se font réellement dans le système immunitaire depuis le début. Parce que souvent, on ne fait allusion qu'à la sélection clonale, à l'amplification de lymphocytes pour sécréter les anticorps, etc. Mais j'entends parler là. Non? Ouais, donc on fait souvent appel à la théorie de la sélection clonale, la théorie de Burnett encore, avec la délétion des clones autoréactifs pour éviter le danger, l'auto-immunité, etc. Et on s'est rendu compte depuis que l'activité du système immunitaire ne peut pas être expliquée par des mécanismes récessifs, mais qu'il fallait faire appel à des systèmes dynamiques en réseau pour pouvoir expliquer justement des phénomènes dominants d'émergence, de tolérance et de mémoire. Donc, c'est ça, on veut essayer d'éviter justement ces approches réductionnistes et donc considérer plutôt le système immunitaire sur le plan qu'il assure notre identité moléculaire et cellulaire et notre intégrité,
et en particulier que nous sommes des organismes polygénomiques. Donc, je vais essayer d'expliquer ça. Donc, je vais donner des détails après, mais c'est pour vous situer un peu où je vais aller, parce que je n'aurai peut-être pas le temps de tout dire non plus. Donc, un lymphocyte, dans le système immunitaire adaptatif, c'est une cellule particulière par rapport aux autres cellules de notre corps, parce qu'elle a un système de perception qui est lié à la génération de récepteurs à la surface de la cellule, qui expriment des régions variables, hypervariables, ici, et qui sont singulières pour chaque lymphocyte. Et donc, en fait, c'est ce système de perception qui va générer de la diversité, parce que chaque lymphocyte va faire une espèce de shuffling, en fait, de génération stochastique de diversité par des processus combinatoires que j'expliquerai un peu après. Donc, en fait, chaque... Shuffling, oui, ça veut dire quoi, shuffling? Shuffle, c'est... En batterie, le shuffle, c'est la génération aléatoire, quoi, en fait. C'est mélanger des combinaisons aléatoires. Donc, je vais revenir dessus, je vais réexpliquer après, de toute façon. Voilà, donc ce qui fait qu'on a un gène, un VRM, une région variable unique enfin pas une région variable unique, mais un récepteur unique avec différentes régions variables sur un lymphocyte. Et comme on a plein de lymphocytes et plein de réarrangements possibles, en fait, on a une population de lymphocytes dans notre corps qui est extrêmement biodiversifié. Donc, c'est un écosystème très diversifié. Et comme c'est très diversifié, on a de la dégénérescence. Donc, une seule région variable peut reconnaître entre 100 000 et 1 million de ligands, donc d'antigènes, avec des affinités différentes ou des avidités différentes pour le lymphocyte. Et donc, en fait, ça génère de la multiréactivité et de l'autoréactivité, et donc la possibilité de générer des réseaux. Et donc, c'est une question, Véronique, parce que là, tu utilises beaucoup de termes un peu techniques. Dégénérescence, là, tu l'entends au sens technique, c'est-à-dire qu'il y a le principe de multiplicité à côté qui peut faire plusieurs choses. Il peut faire différemment, c'est ça? C'est ça, c'est la dégénère, elle est plus active. Non, c'est la dégénérescence au sens de Edelman, c'est ça, du principe de multiplicité, c'est ça. C'est-à-dire qu'un seul VRM peut reconnaître peut-être l'équivalent d'1 million de ligands, et un même ligand peut être reconnu par une multiplicité aussi de VRM et de lymphocytes. Donc, en fait, on va s'appuyer sur cette connectivité, en fait, qui est justement liée à cette dégénérescence, pour voir un peu comment se fait cette dynamique. Et puis, à travers la dynamique de ce réseau, comment on va avoir de l'émergence de processus qui vont permettre de réguler l'activité du système et d'avoir de la tolérance dominante et pas de la tolérance récessive. La tolérance récessive, c'est quand on délète les clones autoréactifs. Donc, si on s'en débarrasse, ils ne sont plus là, on est tranquille. Sauf qu'on n'est pas si tranquille que ça, parce qu'on a toujours à peu près 10 à 15% de cellules autoréactives dans chacun d'entre nous. Donc, en fait, il faut mettre en œuvre d'autres procédés dominants qui sont du contrôle, en fait, des boucles de régulation pour contrôler les lymphocytes effecteurs qui peuvent, eux, faire du rejet et donc contrôler l'inflammation. Voilà, donc en fait, ça met en place des systèmes de co-régulateurs et de maintien d'une tolérance dominante. Donc, ce qui veut dire que si on a une tolérance dans le réseau, ça veut dire qu'on a une mémoire à l'intérieur qui mémorise en fait notre contenu moléculaire à un moment donné, et puis son évolution, et voir si ça reste stable ou pas, ou s'il faut modifier des choses, et s'il faut que ces petits clones-là, puisque ça représente les clones de lymphocytes, attaquent et rejettent ou non les éventuels envahisseurs. Voilà. Donc, une autre propriété du système immunitaire, c'est que donc on a différents types de cellules. Donc, je vous ai parlé des lymphocytes, mais c'est les plus évolués dans les vertébrés.
depuis les plantes, on a des systèmes immunitaires adaptatifs, autrement. Et en fait, ici, les deux systèmes communiquent. Et par ces interactions, le système immunitaire inné va transmettre des informations au système immunitaire adaptatif pour définir le contexte en fait, d'une inflammation, par exemple, ou d'une lésion, si c'est une sorte de danger ou pas, si c'est des cellules qui sont altérées ou pas, infectieuses ou pas. Et donc, ce réseau va réagir. Alors, ce qui est important, c'est que c'est un réseau qui est distribué, qui n'est pas centralisé et qui évolue avec des processus en parallèle. Et il y a une certaine historicité qui est transmise. Donc, on va voir, il y a de la transmission par différentes voies. Voilà, bon, je vais continuer. Je vais vous parler de l'holobionte. Donc, l'holobionte, c'est quoi? C'est vous et moi, nous sommes des organismes holobiontes, c'est-à-dire avec un microbiote commensal, donc en particulier bien connu dans l'intestin. Et donc, il y a une communication permanente entre le système immunitaire et justement ce microbiote, pour permettre d'avoir une tolérance et de ne pas s'auto-attaquer non plus au niveau du microbiote. Sinon, ça donne des pathologies. Et justement, ils évoluent en miroir. Donc... Juste une question, parce que là, il y avait beaucoup de choses. Donc, que je comprenne bien sûr en arrière, donc le lymphocyte, ce que tu nous dis là, c'est que c'est une entité assez étonnante, parce qu'elle est prise dans des réseaux distribués, qu'elles sont apparemment toutes un peu les mêmes fonctions, mais qu'en fait, elles ont une forme d'autonomie. C'est ça, je vois individuation processes. Ouais. Et que chacune peut accomplir des fonctions, oui, de perception, de réaction, mais avec, on ne sait pas à l'avance ce qu'elle va prendre comme procédure pour agir. Elle a plusieurs manières d'interagir, c'est ça? Exactement. Et que parfois, il y a peut-être, si la transmission, c'est qu'elles inventent des manières de réagir peut-être un peu nouvelles et qu'elles vont peut-être parfois les transmettre à d'autres, c'est ça? Disons, oui, elles vont s'adapter au contexte qui est présenté par les cellules de l'immunité innée, qui leur mâchent un petit peu le travail, je dirais, et qui leur présentent des antigènes. Les cellules de l'immunité innée voient des antigènes entiers, donc des bactéries entières, par exemple, ou des virus entiers en général, et puis, ou des molécules qui sont à l'intérieur d'elles-mêmes. Et elles ont pour fonction de découper en petits morceaux ces bactéries entières, par exemple. Et donc, les petits peptides qui sont issus de cette digestion, de ce processing, vont être présentés aux cellules de l'immunité adaptative, donc aux lymphocytes. Donc, en fait, les lymphocytes, eux, ils voient que des échantillons de petits peptides qui ont été tirés au hasard, en fait, des microbes, par exemple, ou des cellules endommagées que l'on a dans le corps. Donc, en fait, il y a une espèce de zoom entre les deux types de cellules. Il y en a qui voient gros et d'autres qui voient petit. Et il y a une espèce d'échantillonnage. Donc, en fait, il y a des espèces de filtres comme ça qui se mettent en place pour que le système fonctionne. Alors, je continue. Ça, je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc, alors, les modélisations et les simulations. Donc, j'essaye d'avoir une approche sur la coévolution. L'ontophylogénèse, l'holobionte, l'organisation des organisations, et puis donc la communication entre ces deux systèmes, inné et adaptatif. Donc, je vais vous montrer, je vais vous expliquer tout ça, et faire de la modélisation plus spécifiquement, alors soit avec les premiers modèles mathématiques, c'était des ODE, donc des modèles de population dans le temps continu, et puis après, des modèles discrets avec des agents communicants. Et puis maintenant, j'essaie de faire un modèle de haut long que j'essaierai peut-être de présenter à la fin. Et aussi d'évaluer la communication entre les différents écosystèmes, micro-écosystèmes et macro-écosystèmes, avec des recherches au sein de la littérature. Donc ici, c'est une vue donc, de ces réseaux dont j'ai parlé tout à l'heure, donc l'on peut attribuer donc, aux lymphocytes qui sont montrés ici, donc qui sont au sein du système immunitaire de notre organisme, des différentes espèces de vertébrés, par exemple,
comme nous aussi, on constitue un système social au sein de l'écosystème global. Voilà, on a cette espèce de hiérarchie, d'organisation. Et qu'est-ce que voit le système immunitaire? Il voit à travers ces récepteurs, donc des anticorps ou des récepteurs similaires qui sont portés par les cellules T, alors que les anticorps sont sécrétés par les cellules B. Et il voit majoritairement, mais pas que, des protéines, et enfin des antigènes, des protéines qui, en principe, viennent d'organismes vivants qui sont à côté de nous ou que l'on mange, mais aussi il voit des produits chimiques, par exemple. Donc ça peut pas mal perturber maintenant le système immunitaire, puisque en fait, on a de plus en plus de produits chimiques, 10 000 par jour nouveaux qui sont produits, la pollution, les allergènes, etc. Donc tout ce qui est dans l'environnement est détecté et détectable par le système immunitaire. Et puis à l'intérieur des lymphocytes, donc pour fabriquer ces récepteurs, ces anticorps, il y a des mécanismes d'interaction moléculaire, de signaux intracellulaires qui vont activer les gènes, etc. Donc, on a encore des processus de ce type-là à l'intérieur des cellules. Donc, ça représente les connectivités entre les lymphocytes, mais on a un peu la même chose à l'intérieur des cellules. Donc, c'est ce que j'ai voulu représenter ici. On peut avoir ce type de réseau à différents niveaux d'organisation du vivant. Donc, soit ce que je vous ai montré pour les réseaux de récepteurs des lymphocytes, des réseaux de régulation à l'intérieur du système immunitaire, avec des boucles de régulation, par exemple des T-régulateurs qui vont inhiber des T-effecteurs qui sont un peu trop envahissants, par exemple, pendant une réponse immunitaire, pour les calmer un peu. Et puis aussi des réseaux de chercheurs, par exemple. Voilà. Donc, ici, c'est un tableau que vous pouvez retrouver dans cet article qui montre qu'on est dans les domaines d'études des systèmes complexes avec en parallèle des questions transversales qui affectent différents types de systèmes complexes et des questions qui sont plus spécifiques au système immunitaire. Donc, c'est des systèmes multi-échelles, ça génère pas mal de données multi-échelles, multiparamétriques. Il faut faire des modélisations, la reconstruction théorique, des métamodèles, il y a des fluctuations, des instabilités, de la variabilité, de la résilience, etc. Voilà, bon, je ne vais pas donner le détail de ça. Et comment on peut essayer de faire de la modélisation? Voilà, on peut essayer de modéliser le système immunitaire, comme on essaye aussi de modéliser le système nerveux, mais ce n'est pas forcément facile. On s'appuie sur des données biologiques ou cliniques. Donc moi, particulièrement chez la souris, ce sont des données souvent multi-échelles qui concernent différents organes, différents tissus, donc distribués dans l'espace de l'organisme, qui évoluent au cours du temps, du développement au vieillissement. Souvent, c'est des données qui sont hétérogènes de par les méthodes qu'on utilise. On a souvent des connaissances incomplètes et une observabilité réduite, en particulier chez l'homme, puisqu'on ne peut pas souvent aller beaucoup plus loin que des échantillons de sang ou quelques biopsies. Et puis, on a le problème de l'interdisciplinarité, comme aujourd'hui, où on discute entre des gens qui ont des formations très différentes, donc on ne se comprend pas toujours très bien. Donc, on essaye d'utiliser et de générer des outils standardisés et partagés, donc en particulier du langage informatique de haut niveau, graphique, pour essayer de se passer du code. Moi, je ne comprends rien au code informatique. Voilà. De trouver de l'interopérabilité et du couplage de modèles. Donc, j'ai essayé de reprendre des modèles et puis de les mettre sous un même formalisme, je vous montrerai, et d'essayer d'intégrer différentes méthodes pour augmenter notre compréhension interdisciplinaire. Analyser les données, donc ça nécessite aussi de créer des bases de données, de faire des analyses statistiques, de faire de la reconstruction multi-échelle, et aussi de valider les modèles, donc de faire des fits, etc., ou de faire d'activer les modèles sous différentes conditions, de jouer les modèles sous différentes conditions, et puis d'identifier, quand on veut faire de la modélisation, les entités et les processus que l'on veut choisir de modéliser, pour arriver à faire des modélisations soit de la physiologie, soit de cas pathologiques,
Et puis éventuellement, à travers les simulations, de mieux comprendre ce qui se passe, puisqu'on a essayé de reconstruire et de tester, de fitter, et voilà, pour mieux comprendre la physiopathologie et éventuellement essayer des traitements que l'on peut tester aussi in silico. Voilà. Donc, le système est plus ou moins fractal aussi, fractal-like. Donc, je vais vous parler un peu de cette diversité qui est créée au niveau des récepteurs. Parce que, en fait, les populations de lymphocytes que vous voyez ici dans un thymus, on peut les analyser sous forme de population. À l'intérieur des populations, on a des sous-populations. À l'intérieur des sous-populations, on peut aller séquencer les gènes maintenant. Voilà, donc on a une distribution non seulement comme ça dans l'espace du corps, mais en plus différentes échelles moléculaires et cellulaires et puis tissulaires. Donc maintenant, je vais parler de l'évolution des écosystèmes vivants à travers ce schéma, donc pour essayer de parler de l'évolution et de la connectivité qui en résulte. Véronique, juste pour dire, comme c'est beaucoup de notions assez techniques pour nous et nouvelles, en tout cas pour moi, ce qui peut-être peut m'aider à suivre et à pas rester trop longtemps à essayer de comprendre une planche, c'est que peut-être tu insistes sur ce qui paraît toi central et qui, dans ton expérience à toi, a posé des problèmes du point de vue des modèles, justement. Typiquement, là, je vois l'environnement et l'historicité. Est-ce que ça, on prend bien en compte dans le modèle ou non, aujourd'hui, selon toi, ou est-ce que des hypothèses sur les modèles rendent difficile l'appréhension de ces phénomènes-là? Tu vois, qu'on puisse… sinon, c'est pas facile hein, pour moi. Alors là j'en suis dans des modèles théoriques, en fait, dans des représentations. Voilà. J'en suis pas encore à la modélisation mathématique purement, je dirais. J'en suis à essayer d'imaginer comment… Tu vas revenir après. Voilà, je vais revenir après. Donc là, c'est pour essayer de décrire ce qui se passe pendant l'évolution des systèmes vivants et comment le système immunitaire des vertébrés, donc avec un système immunitaire adaptatif, a pu émerger. Et donc les hypothèses que l'on peut avoir. Donc, ici, vous pouvez considérer que c'est une cellule, par exemple. Une des premières cellules qu'il y a eu dans la phylogénèse, qui s'est dupliquée et puis qui a donné 2 cellules. Et puis, avec les processus de variation et de sélection darwinienne, ça a donné différentes cellules, organismes multicellulaires, etc. Et donc, on a de la reproduction avec de la variation, de la sélection, de la transmission, de l'historicité. Donc, à chaque génération, il y a de la transmission génétique, mais il peut aussi y avoir des acquisitions entre les différentes espèces ou cellules. Alors, il peut y avoir des fusions, il peut y avoir de la fission. Donc, au cours de la reproduction, par exemple, il y a différents mécanismes qui peuvent être mis en œuvre. Donc, en fait, cette stochasticité va générer l'extensivité du système. Donc, c'est un système qui va créer de l'énergie, en fait, des informations. Et puis, on peut aussi avoir une multiplication de clones, par exemple, qui va créer une certaine intensité au système. Et en fait, il y a une certaine compétition entre l'extensivité et l'intensité du système. Et ceci est confronté en fait à l'environnement. Donc, il y a des contraintes environnementales, physiques, mais aussi biologiques, puisque les cellules, en général, elles ne traînent pas toutes seules n'importe où. Elles sont dans des niches ou dans un organisme, etc. Donc, il y a forcément des contraintes. Et voilà, donc ça, c'est pour montrer un peu tout ça. Et ce qui peut se passer dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que si je vous dis qu'on parle de la phylogénèse, on peut aussi voir cette arborescence dans ce qui se passe dans la l'ontogénèse. C'est-à-dire qu'à partir du zygote, donc de l'ovocyte qui vient d'être fécondé, par exemple, chez les vertébrés, la différenciation des cellules pour donner les différents tissus, organes, et je vais en reparler après, aboutir à la lymphopoïèse qui va donner ces différents lymphocytes. Et donc, en fait, ce système évolue par des structures autosimilaires. C'est pour ça que je dis que c'est fractal-like, c'est un peu imbriqué.
donc dans le temps et dans l'espace. Donc, ces cellules… Quand tu dis, parce que toi, tu as introduit quand même un peu de maths, tu parles de fractal-like, c'est que tu dis que les modèles à base de fractal, ils en rendent compte qu'ils pas entièrement. Je ne sais pas, je n'ai pas modélisé ça, c'est juste une vue comme ça. Voilà, c'est des petits dessins que j'ai faits, mais je n'ai pas de preuves mathématiques de ça. D'accord. On comprend justement, donc tu trouves cette idée de la fractale utile pour rendre compte de ce que tu observes. Voilà, c'est pour ça que j'appelle ça fractal-like. On n'est pas dans des fractales pures, je pense, quoique je ne sais pas, hein, mais ça, c'est un mathématicien qui pourrait peut-être être confronté à ça. Moi, je ne peux pas dire pour le moment. Voilà, donc, toujours est-il que ces petites cellules ou ces individus de différentes espèces peuvent aussi migrer et puis s'adapter à des niches, voilà, donc, et puis proliférer ou mourir en fonction des environnements qu'ils vont retrouver. Et puis, il peut y avoir aussi des boucles de régulation, positives ou négatives, entre différentes populations, que ce soit d'espèces, d'individus, ou d'espèces de lymphocytes, parce qu'on parle aussi des lymphocytes comme si c'était des espèces. C'est des micro-espèces, mais on utilise les mêmes indicateurs que les écologistes pour qualifier et quantifier la biodiversité des écosystèmes. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut penser qui existe pendant l'organisation, l'évolution des systèmes. Et puis les systèmes, on s'aperçoit qu'ils peuvent aussi vieillir. Donc le vieillissement du système immunitaire, en fait, c'est des distorsions de ces équilibres. Et au lieu d'avoir une bonne extensivité, une bonne diversité des espèces de lymphocytes, on se retrouve avec plus d'intensité, donc certaines espèces de lymphocytes, certains clones qui vont proliférer au détriment des autres. Et comme on n'a pas un corps extensible à l'infini, eh ben, on se retrouve avec un système qui est beaucoup moins diversifié et potentiellement peut-être une moindre capacité de réagir à des nouveaux virus, par exemple. Alors, je vais en reparler à la fin, mais avec mon étudiante cette année, Oriane Douillet, je ne sais pas si elle est là, on a essayé de voir aussi la communication qu'on pouvait avoir entre les différents écosystèmes. Donc, on a appelé ça le projet écosystème parce qu'on va chercher les termes qui sont dans les articles scientifiques qui traitent des domaines d'intérêt que l'on a, donc le système immunitaire, les microbes, la diversité bactérienne, etc., les probiotiques et puis les pathologies, et voir comment on peut voir la communication justement entre ces différents clusters de domaines d'intérêt qui représentent finalement la communication qui est entre ces systèmes. Donc, je vais essayer de continuer sur l'holobionte. Donc, pour essayer d'expliquer voilà, nos modèles, soit chez la souris, soit chez l'homme. Juste une question là sur les écosystèmes que tu évoquais avant, l'article avec l'étudiant. Ouais. Ça vous a appris des choses un peu nouvelles sur les écosystèmes ou c'était une manière de si j'ai le temps, je vous explique un peu plus en détail. Non, peut-être pas tout début, mais s'il y avait quelque chose vraiment une surprise forte qui soit apparue. Nous, on n'a pas de surprise parce que moi, je connais le système sur lequel je travaille, donc je ne peux pas dire que j'ai des surprises. Vous auriez peut-être des surprises si je vous montre, si je vous explique ce que l'on voit. Enfin, c'est une façon de visualiser les données de la littérature de 1000 articles. Donc, c'est un peu mieux de le voir graphiquement que de se taper la pile des 1000 articles. Bien sûr, ça je vois l'intérêt d'avoir représenté, mais c'était juste pour savoir s'il y avait eu des surprises, des choses qui apparaissaient que de… Mais s'il y a on ne saura pas les apprécier à leur juste titre. Pour moi, je dirais que ce n'est pas des surprises parce que ça fait tellement d'années que je travaille sur ça que ce n'est plus des surprises. Mais le fait de voir qu'il y a des interactions entre le système immunitaire et nos modes de vie et que la perturbation de nos modes de vie vont altérer le système immunitaire, créer des maladies inflammatoires qui sont en phase exponentielle de croissance depuis 50 ans, des perturbations du microbiote, etc., et de les mettre en relation directe sur des graphes. Voilà. Alors, ce n'est pas des reconstructions mécanistiques ou informatiques ou mathématiques, c'est juste de la visualisation de réseaux de termes dans les articles, donc leur co-occurrence à l'intérieur des articles.
Okay. Donc, ça veut dire qu'ils sont étudiés ensemble. Voilà. Bon, c'est un peu grand public, je dirais, et ça permet de voir un peu les termes qu'on entend un peu tous les jours à la radio, etc., qu'on voit dans les journaux, et de les visualiser un petit peu. Bon, alors, je voudrais vous parler de l'holobionte. Donc, c'est qui sommes-nous et d'où venons-nous un peu? Alors, nous héritons de l'ADN maternel et paternel qui va nous permettre de développer notre individu. Donc, c'est un ADN qui est en configuration germinale pour l'ensemble des cellules de notre corps. On hérite aussi de l'ADN mitochondrial de la mère. Donc, ça, c'est une autre forme de transmission. De microchimérisme entre la mère et l'enfant pendant la gestation et puis un peu après aussi. Donc, il y a vraiment un échange bidirectionnel dans les deux sens qui se fait donc, entre les générations par des échanges d'anticorps, de lymphocytes, d'autres cellules, donc par le placenta, par le lait, etc. Donc, voilà, on est des mammifères et donc ça se passe comme ça. Et puis, l'innovation, justement, c'est d'avoir des lymphocytes munis d'immunorécepteurs. Donc, immunorécepteurs, c'est le terme pour désigner les récepteurs qui sont à la surface des lymphocytes. Donc, du type immunoglobuline. C'est immunoglobuline-like. C'est des structures qui sont à peu près identiques et qui sont générées, donc, comme je vous l'ai dit, au niveau somatique par une grande diversité des gènes qui ne sont plus en configuration germinale, mais qui sont justement recombinés avec plein d'additions, de soustractions, etc. Et donc, qui donne quelque chose de stochastique. Et donc, ce système immunitaire va permettre de voir, en fait, le microbiote qui va arriver, en particulier au moment de la naissance, et qui va constituer 50% des cellules de notre corps et 90% de notre ADN. Et donc, de vivre en bon ménage avec ce microbiote qui est absolument nécessaire à notre bonne santé, puisqu'il participe à plein de fonctions, entre autres dans la digestion, etc., de nos aliments. Donc, pour vous donner quelques chiffres, les cellules somatiques dans notre corps, c'est à peu près 3 10 puissance 13 cellules, dont 10 puissance 11 neurones. On a 10 fois plus de lymphocytes que de neurones, avec une diversité somatique théorique qui peut atteindre 10 puissance 61 combinaisons de variable region molécules. Et puis notre microbiote, c'est à peu près l'équivalent de notre nombre de cellules dans le corps, donc c'est aussi 10 puissance 13 cellules, une composition à un moment donné d'environ 800 espèces de microbes. Donc ici, je veux revenir sur la phylogénèse. Donc, j'ai emboîté toutes les petites constructions que je vous ai montrées tout à l'heure, donc pour partir des premières espèces qui sont apparues. Et arriver donc, pendant l'évolution aux mammifères que nous sommes. Alors, il se trouve que les vertébrés ont hérité, en fait, à un moment de l'évolution, il y a à peu près 500 millions d'années, d'un transposon qui code pour une recombinase. Et c'est cette recombinase qui permet de faire les réarrangements de gènes, etc., et qui sont l'innovation majeure qui a été sélectionnée pendant l'évolution pour faire apparaître justement les fonctions des lymphocytes et du système immunitaire adaptatif. Donc, comme nous sommes des mammifères, nous avons cette recombinase qu'on appelle la RAG. Et donc, nos parents ont donné un zygote. Nous avons grandi avec le microchimérisme qui a été partagé avec notre mère. Pendant notre ontogénie, donc, nous développons différents tissus, différents organes, dont de la moelle osseuse qui va donner par l'hématopoïèse et la lymphopoïèse les différentes lignées de lymphocytes, donc des lymphocytes B, des lymphocytes T. Dans les lymphocytes T, il y a des T dits helpers ou auxiliaires, des T cytotoxiques. Enfin, ils ont différentes fonctions, ou des T régulateurs. Donc, voilà, donc, la phylogénèse, l'ontogénèse, la lymphopoïèse. Et donc, ce qui est important, c'est qu'au cours de la lymphopoïèse, il n'y a pas de template, en fait, pour faire les régions variables des récepteurs. Donc, c'est vraiment pas codé génétiquement. Donc, c'est vraiment complètement stochastique.
La transmission, donc ça j'en ai parlé. Donc c'est des transmissions aussi qui se font de façon lamarckienne entre la mère et l'enfant, puisque la mère peut transmettre des immunoglobulines qui vont passer le placenta, qui vont arriver chez l'enfant. Et donc, en fait, elle transmet une partie de son répertoire immunitaire sous forme d'immunoglobulines à son enfant. Et aussi par le lait maternel après, ce qui fait qu'on a une immunité en fait passive, mais qui peut aussi guider la construction de ce réseau chez l'enfant, puisque ça va donner initier une certaine connectivité avec les cellules en formation chez l'embryon et chez le fœtus, et permettre d'initier la connectivité des clones. Alors, ce qui est important, c'est cette organisation auto-centrée, dont je vais vous reparler après. Et puis, finalement, quand on a généré nos anticorps, par exemple, ils vont entrer en interaction, comme je vous ai dit, avec tous les antigènes qui nous entourent, toutes les molécules, les cellules, etc., à l'intérieur de notre corps, ou ceux qui vont pénétrer dans notre corps et qui viennent de notre environnement. Donc, on voit en fait tout le produit de l'évolution qui apparaît là, entre autres dans ce qu'on mange, ce qu'on respire, etc., les virus, les bactéries. Et puis, donc, le rôle des anticorps qui vont neutraliser certains pathogènes, donc ils les voient en entier. Et puis d'autres cellules de l'immunité qui vont, les lymphocytes, les T, qui vont voir que des fractions de ces pathogènes digérés, par exemple. Je vais parler après de la sélection clonale, donc je vais peut-être laisser ça ici pour le moment. Donc, ce qui est important dans le système immunitaire, c'est de voir l'innovation que l'on a eue, qui est apparue paradoxalement 2 à 3 fois, je crois, au cours de l'évolution, avec des mécanismes différents. Donc, c'est quand même quelque chose qui a été sélectionné plusieurs fois au cours de la spéciation, pour permettre de la diversification de gènes. Donc, c'est des sortes d'hypermutations, puisqu'on n'a plus de template pour ça. On a de la redondance qui est importante des récepteurs et des clones, de la dégénérescence, de la transmission et des contraintes, et donc une forte connectivité, comme j'ai dit, pour former un réseau auto-centré. Et ensuite, des capacités des clones qui sont moins connectés de s'adapter en fait à l'environnement et éventuellement d'éradiquer des attaques virales ou bactériennes et hautement reproductives. Donc, en fait, ce réseau va permettre l'émergence de fonctions dominantes de mémoire, la mémoire interne, avec des processus dominants, et de maintenir donc une balance, une régulation dynamique entre les processus de tolérance, donc pour se tolérer nous-mêmes et notre microbiote, etc., donc maintenir notre identité, et puis aussi, de temps en temps, permettre des phénomènes de rejet, si on a une blessure, une infection, etc., mais normalement, on doit revenir, on doit basculer d'un côté, mais on doit revenir assez rapidement pour rester résilient, justement, et puis ne pas tomber sur des maladies inflammatoires chroniques. Donc, tout ça demande une organisation, une cognition, etc., et une résilience. Alors, je vous montre ici la résilience, c'est-à-dire que le système, même si on le détruit, je vous montrerai après, il est capable de se reconstituer, on est capable d'avoir une homéostasie. Ça, c'est chez un individu jeune. Donc, quand on est jeune et bien portant, en bonne santé, normalement, on est résilient. Et donc, même si on détruit une partie de nos lymphocytes, par exemple, avec un traitement immunosuppresseur, une chimiothérapie qui tue les cellules en division, le système se reconstitue et reste assez fonctionnel et assez diversifié. Donc, ça ne pose pas trop de problèmes. Par contre, ça commence à poser un problème quand on vieillit. Alors, on va parler… Véronique, juste pour donc, si tu veux qu'on puisse avoir une discussion après par rapport à la journée, toi, sur les modèles, la modélisation, peut-être que là, il y a des aspects techniques, en tout cas pour moi, hein, peut-être dans la salle, il y en a d'autres qui notent, donc ils doivent… Moi, par moment, c'est dur pour moi de pouvoir tout assimiler. Il y a beaucoup de notions. Je pense que c'est hyper intéressant. Ça donne envie d'aller d'ailleurs lire tes articles, se plonger. Et je pense qu'il faut un temps un peu long pour pouvoir assimiler ça.
peut-être que tu peux, je ne sais pas, hein, c'est toi qui vois, mais si tu veux qu'on puisse discuter, aller après sur ce que tu voulais nous dire, sur tes travaux là, de modélisation, mais peut-être prendre un ou deux aspects, pas tout, parce que sinon on risque de ne pas pouvoir discuter avec. Enfin, en tout cas, moi, j'aurais du mal à te poser des questions. D'accord. Je dis Ok. ça, c'est pour qu'on puisse échanger, quoi, toi aussi. Bon, bah, donc je voulais parler un peu du problème de la modélisation de la prolifération cellulaire. Parce qu'en fait, les cellules en fait, se divisent, vont donner deux cellules, ou alors vont se différencier, changer de phénotype ou mourir. Et donc, si on veut estimer, par exemple, la durée de vie des cellules et des lymphocytes qui sont très actifs justement pour proliférer, se différencier ou mourir, eh ben, il faut pouvoir étudier ça mathématiquement parce qu'on n'a pas les données comme ça juste en les regardant. Et donc, produire des modèles, donc estimer justement la vie, la durée de vie, la lifespan de cellules, ça peut être compatible avec ces trois situations, ou la durée de vie de population, qui peut donner des cellules, des populations à longue durée de vie ou à courte durée de vie, si on a des très forts renouvellements, mais qu'on a autant de cellules générées que celles qui meurent. Donc, ça va donner des forts turnovers, par exemple, pour rentrer et sortir dans un compartiment. Ici aussi, on a des forts turnovers, mais c'est les mêmes populations qui restent là constamment. Ici, elles ne sont pas renouvelées. Donc, voilà, c'est ce genre de problématique auquel on est confronté pour la modélisation. Et donc, d'essayer de trouver des méthodes d'investigation expérimentale et après de modélisation pour pouvoir rendre compte de cela. Et ça, ce n'est pas forcément simple. Donc, on est obligé d'attaquer ça avec… Il y a une question de la part de Franck. Oui, justement, peut-être que je suis un tout petit peu plus Mathias, mais je suis toujours passionné par ce que tu fais. Et du coup, sur ce cas-là, est-ce qu'il y a la possibilité de faire, apparemment, donc non, il n'y a pas la possibilité de faire un suivi cellule par cellule, comme Nadine Pereira se fait, par exemple, en embryologie, dans les premières étapes. Si, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, on peut… Alors, ce que tu fais après. Essayer de suivre vraiment les cellules individuelles. Parce que là, tu viens de parler d'une détermination qu'on a évoqué tout à l'heure. Je vais parler de quoi? D'une détermination? Non, il n'y a pas de détermination là. Non, de modèles alternatifs pour lesquels tu ne sais pas quelle est la structure de la population. Tu sais qu'il y a la possibilité soit d'un fort turnover, soit… je ne le sais pas. Ça, c'est les différentes hypothèses. Quand on regarde un individu, il peut y avoir une multiplicité de processus et de populations. Voilà. Cette multiplicité, elle reste indécidable tant que tu ne peux pas suivre les cellules individuellement. Donc, c'est pour ça que c'est ce que je dis. Il faut croiser plein de méthodes différentes d'investigation. Donc, soit avec des marquages actifs des cellules, avec des isotopes, ou, voilà. Soit individuel et faire des pulses, des chases, par exemple, faire des investigations au niveau cellulaire, ou au niveau, enfin, cellulaire ici, au niveau des populations. Alors, ça peut se faire avec différents outils, en spectrométrie de masse, en cytométrie, en histologie, voilà, faire des marquages passifs, des marquages actifs, faire des déplétions de lymphocytes, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Et en fait, on est obligé de multiplier ces méthodes pour être à peu près sûr de ce que l'on va regarder. Donc ça, c'est un exemple. Si on considère qu'on a 10 cellules, qu'on en marque une… Parce que là, il semble qu'il y a un point intéressant et je ne l'ai pas bien compris. Alors, je crois que… En fait, c'est quoi? C'est que donc il y a plusieurs cellules. Si tu veux, moi, ce que j'ai compris, c'est que dans le slide d'avant, il y avait un indécidable concernant 3 scénarios possibles pour le maintien d'une même population. Oui, ça j'avais. Parce qu'elles sont longues, courtes. Quand tu ne zoomes pas dans la population, tu ne sais pas si elles ont simplement continué à vivre, si elles sont mortes ou elles ont donné naissance à d'autres cellules. Et du coup, il faudrait avoir une approche encore plus précise sur le suivi de chaque cellule. D'où la multiplicité des approches qui zooment en fait sur la vie individuelle finalement de la cellule. Et je sais par ailleurs qu'en embryologie, avec des méthodes de visualisation, ça, mais en fait là, tu viens, Véronique, de nous exposer des tas d'autres méthodes que j'ignorais, permettent aussi apparemment effectivement ce suivi individuel et de caractérisation individuelle. Oui, alors pas forcément individuel, ça peut être au niveau population ou individuel, ou les deux. Enfin voilà, il faut croiser. D'accord, ok. Il faut vraiment croiser les méthodes, disons, pour essayer de rentrer, de voir le cycle cellulaire, etc.
et les pourcentages de cellules qui sont en division, soit à un moment donné, soit qui vont passer par les différentes phases du cycle cellulaire, ou les pourcentages de déplétion, donc qui vont donner une indication sur les cellules qui étaient dans la phase S du cycle cellulaire, par exemple, au moment où on les attaque. Donc ici, c'est un exemple. Si on part d'un exemple théorique où on considère qu'on a 10 lymphocytes, par exemple, et qu'il y en a une qui va, sur les 10 qui va se mettre à proliférer de façon exponentielle sur une période de 7 jours, en faisant 5 divisions, à la fin, on va se retrouver avec les cellules qu'on avait marquées initialement, là, qui sont jaunes. Celles qui s'est divisées auront donné des progéniteurs qui auront disparu, puisque à la fin, on va se retrouver avec ces 32 cellules. Et donc, le profil qu'on va voir en les marquant, c'est les 9 cellules qui restent ici, là, qui ne se sont pas divisées. Et puis ça, c'est la progénie au bout de 5 divisions, donc nos 32 cellules. Et donc, ça donne une prolifération exponentielle comme ça des cellules. Maintenant, vous imaginez bien que s'il y a des cellules qui meurent et qui ne se divisent pas, on ne va pas avoir une croissance exponentielle comme ça, on peut avoir une croissance plutôt linéaire. Enfin, il y a plein de combinaisons possibles. Donc, c'est ça qui fait que c'est difficile de suivre la progénie des cellules. Et donc, les cellules, comme elles répondent à des antigènes, elles vont être stimulées pour se diviser ou pas, en fonction des antigènes qu'elles vont rencontrer. Donc, c'est des questions de probabilité de rencontre, d'activation, de déclenchement des bons signaux, etc., qui va permettre de faire ces expansions clonales. Et donc, on peut aussi essayer de quantifier le temps entre 2 divisions. Ça peut être une information intéressante. Alors, je vais passer maintenant à la perception des cellules. Je vais revenir sur la prolifération après. Donc, les cellules dans notre corps, en fait, sont bardées de récepteurs. Alors que c'est des récepteurs à des hormones, etc., ou des capteurs sur les cellules limitinées pour détecter les cellules altérées, les pathogènes, etc. Mais tous ces récepteurs sont codés par l'ADN germinal. En revanche, je vous ai dit, les lymphocytes, eux, ont ces récepteurs aussi, pour la plupart, mais en plus, l'immunorécepteur qui a ces parties hyper variables là, au bout, et qui sont capables de reconnaître cette diversité d'antigènes. Et c'est par là que les signaux vont passer pour activer les lymphocytes, qui normalement sont quiescents après qu'ils aient fini leur différenciation, pour faire ces expansions clonales dont je viens de parler. Donc ici, c'est pour vous remontrer comment on génère ce type de processus de génération stochastique des régions hypervariables. Donc, c'est en combinant différentes familles de gènes qui sont dans l'ADN au hasard. Donc, on prend une partie de la famille des gènes V, des gènes D, des gènes J. On les remet ensemble, la cellule les remet ensemble et ajoute ou enlève des nucléotides au hasard aux zones de jonction. Et donc, on a des régions variables qui vont avoir différentes longueurs. Et c'est ça qui est différentes compositions en nucléotides et en acides aminés. Et c'est donc ça qui va donner ces régions hyper variables et donc ce qu'on appelle le shuffling des régions VDJ. Donc on peut après essayer de quantifier ça et de modéliser, etc. Donc quand on a une distribution gaussienne des longueurs de ces régions variables, ça veut dire qu'on a un profil qui s'est fait une génération de diversité qui s'est fait de façon stochastique. Au contraire, quand on examine les lymphocytes et qu'on trouve des pics comme ça veut dire qu'on a des profils oligoclonaux, donc des expansions de certaines espèces, en fait. Donc, un enrichissement de certaines espèces au détriment de la diversité générée initialement. Donc, ici, pour revenir à nos réseaux, on a la connectivité qui va se faire puisqu'on a une dégénérescence de la réactivité grâce à cette diversité et la connectivité qui peut se faire sur les différentes régions variables entre elles. Ça va donner un corps de cellules ou d'anticorps qui sont très multiréactifs et autoréactifs. Donc ça, c'est ce qui va se passer avant la naissance, avec une génération spontanée de ces récepteurs. Et puis après la naissance, en fait, les lymphocytes continuent à arriver depuis la moelle osseuse en permanence. Ils sont régénérés journellement et il y en a beaucoup qui meurent, donc c'est ceux-là qui meurent.
d'autres qui vont être impliqués, pour ceux qui ne sont pas connectés au réseau primaire qui s'est constitué autour de la naissance, avant et après la naissance, vont pouvoir réagir par exemple à des infections bactériennes ou virales et former des gros clones pour combattre justement efficacement une prolifération bactérienne ou virale aiguë, puisqu'une bactérie se reproduit toutes les 20 minutes. Un virus, il ne va pas donner 2 virus, mais il va donner plusieurs milliers de virus quand ça va bourgeonner à la surface d'une cellule. Donc, il faut faire la course. Le système immunitaire doit faire une espèce de course contre un pathogène qui se reproduit très rapidement. Et donc, c'est l'intérêt, c'est d'avoir d'abord ce réseau central, donc autocentré, puis ensuite de la sélection de certains clones en fonction de leur région hypervariable, qui sont capables de voir, de reconnaître donc, les différents antigènes des pathogènes, par exemple, et qui vont pouvoir proliférer pour faire des fonctions effectrices afin de tuer ces pathogènes. Et puis après, il y a des fonctions régulatrices, d'autres clones qui vont intervenir pour leur dire hey, stop, là c'est bon, la réponse immunitaire est terminée, on se calme, hein, parce que sinon on tombe dans l'inflammation chronique et des maladies type Covid. Donc en fait, ce que voit le système immunitaire, c'est un peu le miroir des antigènes qu'il y a dans notre environnement. Ça évolue vraiment de façon voilà, en miroir. Alors, je vais en venir maintenant à la communication. Il est quelle heure là? J'ai encore quoi, une demi-heure? Oui, si tu veux, ou si tu veux passer comme tu veux. Ouais. Bon, alors, donc en fait, ce qui est important, c'est qu'on a une communication, une coopération entre les systèmes immunitaires innés et adaptatifs. Donc, je voudrais juste vous montrer quelques images pour que vous compreniez un peu mieux ce que c'est. Donc, le système immunitaire inné, c'est ce type de cellule ici qui est plate, là, par exemple. Donc, c'est des épithéliums, c'est des macrophages, des cellules dendritiques qui sont capables, je vous l'ai dit, de capturer des antigènes entiers, par exemple, ou d'exprimer ce qu'elles ont à l'intérieur d'elles-mêmes et de le présenter, en fait, aux lymphocytes T. Et donc, elles communiquent étroitement à travers une synapse. Et donc, la synapse moléculaire, ici, c'est des molécules qui sont présentes à la surface de chacune des cellules et qui vont vraiment trouver leur complémentarité en face pour faire passer des signaux. Et donc, c'est ce type de signaux qui vont permettre des échanges entre les deux types de cellules et elles vont pouvoir se communiquer et se répondre. Alors après, à l'intérieur des cellules, il y a des schémas de communication encore plus compliqués. Mais donc, c'est des signaux successifs qui vont permettre d'activer la cellule T et de lui donner aussi le profil de ce que la cellule présentatrice a capturé dans son environnement. Donc, dire si c'est un contexte tolérogène, donc il ne faut pas qu'elle attaque, ou si c'est un contexte inflammatoire, à ce moment-là, les cellules vont s'adapter et changer leur profil pour attaquer l'assaillant, par exemple, un virus ou une bactérie. Alors, ce que moi, je vais vous montrer maintenant, c'est qu'on a modélisé, en fait, ce qui se passe dans un thymus. Donc, le thymus, c'est l'organe qui est situé au-dessus du cœur, vous allez voir, qui permet de générer, en fait, les lymphocytes. Donc, tous les jours, on en génère des millions. Et ils se baladent, en fait, dans le thymus, qui est une espèce de réseau de cellules de ce type-là, de cellules de l'immunité innée. Donc, c'est des épithéliums. Et elles se palpent, et elles communiquent, elles échangent vraiment ensemble. Donc, il faut imaginer les cellules un peu comme voilà, des petits animaux qui se baladent et puis qui communiquent les uns avec les autres. Et les lymphocytes, c'est des individus, puisqu'ils ont chacun leur personnalité, ils ont chacun leur séquence au bout de leur petit récepteur pour voir certains antigènes ou pathogènes, etc. Et donc, c'est cette communication qui va faire qu'on va être ou pas résilient, se tolérer ou tomber dans l'auto-immunité ou rejeter ou pas un pathogène. Alors, les répertoires de lymphocytes, je vous l'ai dit, sont construits à partir d'un répertoire potentiel théorique. Tu as changé de slide, tu as dit que vous l'aviez modélisé, c'est ça que tu vas présenter là? Oui, après, ouais, là, j'arrive. Donc, le répertoire potentiel est de 10 puissance 61 possibilités, mais ça ne rentrerait pas dans notre individu,
parce qu'on n'a que 20 000 gènes, donc 10 puissance 61, ça ne le fait pas. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a les réarrangements aléatoires qui se font. Et parmi ceux qui sont générés donc, dans le répertoire émergent dans notre thymus, on en génère des millions chaque jour, il y a énormément de déchets. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a à peu près 95% de cellules qui ne sont pas sélectionnées et qui meurent. Et donc, en fait, en fonction de l'affinité des cellules, on a une fenêtre pour les cellules qui n'ont pas trop d'affinité ou qui ont trop d'affinité, qui sont éliminées, et celles qui ont juste la bonne affinité, je dirais, au milieu, sont sélectionnées et vont donner le répertoire disponible, qui est disponible dans notre rate, nos ganglions, etc. Et sous la présence, l'activation, la stimulation des antigènes, donc des virus, des bactéries, etc., ou de nos propres antigènes, les cellules vont s'activer et donner le répertoire actuel. Et donc, bon, ça, c'est un répertoire qui est beaucoup moins important, puisque le répertoire actuel, c'est à peu près 10 puissance 7 chez l'homme de séquences des senseurs, des récepteurs que l'on peut mettre en évidence à un moment donné. Alors, le problème, c'est qu'avec le vieillissement, on a une diminution de la production dans le thymus. Donc, on a de moins en moins de diversité qui est créée. On a de plus en plus de sélection par des virus, par exemple, qui activent en permanence ce système. Et donc, on a une distorsion, en fait, de la diversité du système. Alors, ces lymphocytes, quand ils sont activés, ils participent à des réactions immunitaires. Et donc, en fait, on peut suivre les lymphocytes naïfs qui viennent d'arriver dans la rate, par exemple, qui sont sortis du thymus. Donc, on les appelle des petits lymphocytes naïfs, ils sont quiescents. Ils s'activent quand ils voient un antigène, ils se mettent à proliférer. Donc, quand ils voient, ils s'activent, c'est la courbe rouge. Ils vont devenir éventuellement effecteurs et mémoire. Ils vont résoudre l'infection. Donc, par exemple, ici, si vous avez injecté un antigène ou un vaccin ou un virus, en général, on a un pic de réponse immunitaire, vous voyez ici, aux environs de 10-14 jours. Et puis, en général, donc ça veut dire qu'on a une très forte prolifération des clones. Ici, on n'image qu'un seul clone, mais il y en a des milliers qui sont générés. Et puis, la réponse se résout. Et donc, on a une contraction des clones. Donc, il y a beaucoup de cellules qui vont mourir ensuite. Donc, voilà. Ça, c'est un processus de régulation en boucle, de rétroaction positive et négative, qui fait qu'on va avoir des oscillations des populations de lymphocytes au cours du temps, en permanence, en fonction des antigènes qu'on leur reconnaît tous les jours. Et que normalement, c'est bien contrôlé. Sauf que, voilà, les contrôles c'est des mesures expérimentales ou c'est un modèle ça, ça, c'est un modèle, mais ça a été fité sur des données expérimentales. Mais là, je n'aurai pas le temps de montrer ça. Bon, donc, pour notre modélisation, en fait, comme j'ai dit au début, on essaye de différencier les entités, les processus et les relations structures entre ce qu'on veut pouvoir modéliser. Donc, par exemple, ici, les organes lymphoïdes primaires, le thymus et la moelle osseuse, qui sont dans les os longs, et le thymus qui est ici, qui vont générer les premiers lymphocytes. Donc, c'est là que je vais vous montrer le modèle de ce qui se passe dans le thymus, ici, avec des cellules qui vont être générées dans le thymus, puis qui vont aller dans la rate et ici, et puis dans les ganglions, et qui vont se redistribuer dans tout l'individu, et qui vont passer par des processus différents de différenciation, de génération de diversité au niveau de leurs récepteurs, de leurs gènes, de leurs récepteurs, et de processus de sélection, de migration, etc. Donc, en fait, on est obligé de décomposer le système pour pouvoir l'étudier de façon empirique sur les souris ou sur les hommes, donc d'adresser un individu, un organisme, et puis de regarder les différentes couches dont il est composé, en quelque sorte, d'organes, de tissus, de populations cellulaires, de cellules, de molécules, de protéines, d'ARN, de gènes, d'envisager ça au cours du temps. Oups, pardon. Bon, c'est pas grave. Du développement au vieillissement, donc on va avoir de la variabilité, des fluctuations, de l'émergence, de la résilience éventuellement, et puis des relations, des interactions qu'il va y avoir, soit en réseau, soit dans des pas-fouets, etc. Donc c'est tout ça qu'on essaye de voir et de modéliser. Et donc, on essaye d'enchaîner ces processus, et on a vraiment un système complexe avec toutes les propriétés des systèmes complexes.
Le problème, c'est ce que je disais, on a de l'organisation au début, mais de la désorganisation qui vient avec les perturbations et le vieillissement, puisqu'on peut avoir des liens qui font mal, et puis des chronologies, des processus qui sont affectés, qui sont plus lents, des réparations qui sont plus lentes, donc une production de cellules qui est plus lente, une moindre diversité, et donc ça va affecter aussi la résilience finalement du système. Bon, ça, c'est l'intégration des données dans les bases de données, la structuration de modélisation statistique descriptive ou de modélisation dynamique mécanistique, que là, je vais montrer. Donc, ce que j'ai essayé de montrer, moi, justement, c'est comment se différencient les lymphocytes dans le thymus. Donc, je vous ai dit, elles circulent dans cet épithélium thymique et elles changent de phénotype au cours du temps. Donc, ici, vous voyez ça dans une coupe de thymus, une coupe histologique, avec un cortex, une médulla, etc. Et la génération des différents types de lymphocytes, donc qui sont représentés par des couleurs différentes et qui vont pouvoir faire ces interactions pour réguler la balance entre tolérance et immunité par la distorsion, en fait, ou pas, des familles de cet écosystème. Donc, on peut considérer le thymus, par exemple, comme une espèce de boîte noire et on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Alors, nous, on analyse les populations, donc on sait qu'il y a plein de populations qu'on peut imaginer de ce type-là. On sait qu'il y a de la division cellulaire, de la mortalité, du fait de la sélection, parce qu'on génère beaucoup de diversité, mais il y a beaucoup de cellules qui sont sélectionnées négativement et qui vont mourir, ce que je vous ai dit tout à l'heure, à peu près 95%. Et finalement, il y a une toute petite fraction de ces cellules qui vont émerger et sortir du thymus pour aller dans la rate et après participer aux fonctions de surveillance, en quelque sorte, dans le corps pour assurer sa préservation. Alors, ça, ce serait un modèle simple, mais seulement on peut rajouter plein de compartiments. Les différentes populations de cellules, donc dans le sang, dans la rate, dans les ganglions, donc les différents tissus qui composent l'organisme, et puis les différentes sous-populations à l'intérieur de ces populations. Donc, on a un système un peu en poupée russe, un peu emboîté. Et puis ensuite, on peut jouer sur différents types de perturbations, le vieillissement, des maladies, des traitements qui vont affecter en fait la dynamique de tout le système. Alors, chez la souris, on peut avoir accès à différents types d'organes que je vais montrer ici. Et donc, en fait, on a une étude qui se passe au niveau de différentes échelles de la molécule aux souris. Et on peut même comparer différentes souches de souris, donc différents fonds génétiques. Et on voit qu'on a une assez grosse hétérogénéité selon qu'on a des souris blanches ou des souris noires, par exemple, qui ont des origines génétiques différentes. Donc, on peut imaginer que chez l'homme, on a aussi des grosses disparités sur la réactivité des cellules et leur dynamique. Et moi, j'ai travaillé sur des souris à différents âges pour montrer l'effet justement du vieillissement, de la génétique et puis de traitement d'immunosuppression et comment les souris se reconstituent, savoir si elles sont résilientes ou pas en fonction de leur âge ou de leur fond génétique. Alors, j'en arrive justement aux reconstructions plutôt mathématiques, donc avec des ODE ou des agents discrets et des diagrammes de transition pour essayer de faire tout ça. Donc, les premières modélisations que j'ai faites consistaient à faire des perturbations du système. Donc, on peut quantifier les différentes populations de cellules de lymphocytes que l'on a dans le thymus au cours de leur différenciation. Donc, elles passent par différentes étapes. Elles sont d'abord ce qu'on appelle double négative, double positive, et ça va donner des lymphocytes TCD4 et CD8 par exemple. Et dans chaque compartiment, les cellules vont voyager pendant un certain temps, et pendant ce temps-là, leur temps de transit dans le thymus, elles vont être capables de proliférer. Donc une cellule va donner 2 cellules. Éventuellement, elle va passer dans le compartiment suivant, ou alors les progéniteurs vont mourir ou non. Et voilà. Et donc, on a essayé de reconstruire ça avec des équations différentielles pour pouvoir fitter sur ces données expérimentales et essayer d'en tirer des données paramétriques. Donc ça, c'est le modèle mathématique.
Ici, je vous montre le fit de ce modèle mathématique d'ODE sur les résultats expérimentaux. Donc là, on a un fit. Donc c'est là qu'on a essayé d'étudier différents scénarios dont je parlais ce matin. Et finalement, bon, on a trouvé un scénario qui était le plus probable et qui colle bien aux données expérimentales. Et j'ai essayé d'en tirer des données sur les nombres de cellules que l'on peut voir dans ces modèles. Alors, plutôt que de vous expliquer ça, je vais vous passer le petit film. Parce que c'est une animation, simplement, ce n'est pas une modélisation informatique. Voilà. C'était une animation qu'on a fait au début. Donc, ça fait partie des différentes catégories de modèles qu'on peut faire. Donc, on fait rentrer une seule cellule dans le thymus au départ. Donc, ça représente les cellules épithéliales hein, de l'immunité innée, les petites étoiles là. On fait rentrer une cellule au départ. Et puis, elles vont proliférer. Et à jour 19, on a un amas de cellules qui est la progénie de cette cellule unique qui est rentrée. Et puis, elles continuent à se différencier. Donc, elles changent d'état, elles changent de phénotype. Donc, je les ai fait rentrer, elles étaient jaunes, elles deviennent rouges, pour simplifier. Et puis, là, on va voir les processus de sélection. Donc, il y en a beaucoup qui meurent ou d'autres qui vont se différencier en cellules CD4 ou en cellules CD8. Donc, c'est les bleus et les vertes ici. Donc, c'est la sélection positive. Donc, qui sont sélectionnées positivement, c'est celles qui restent, qui ne vont pas mourir, et puis les autres qui disparaissent. Donc là, on est à jour 23. Et puis, ces petites cellules, donc celles qui ne sont pas mortes, qui ont été sélectionnées positivement, vont encore proliférer parce que c'est celles qui sont intéressantes, finalement, qui ont été sélectionnées parce qu'elles ont la bonne affinité, juste la bonne affinité, ni trop faible, ni trop forte, donc potentiellement pas trop autoréactives. Donc là, on a des amplifications clonales qui vont se faire. Et puis, comme elles sont intéressantes, ce sont elles qui vont migrer dans la rate et dans les ganglions et se disséminer dans tout l'organisme pour constituer le répertoire de cellules disponibles, donc qui vont recirculer en permanence dans le corps et puis être là en veille, en quelque sorte, dans l'attente d'un accident, d'une blessure, d'une infection, et qui vont à ce moment-là pouvoir réagir. Donc finalement, bon, ces cellules, elles sont d'abord naïves, avec une faible durée de vie, et puis certaines d'entre elles vont disparaître ou migrer dans d'autres organes, et puis on va en avoir quelques-unes qui vont rester là un peu plus longtemps. Donc les cellules naïves qui viennent de sortir du thymus chez l'homme et qui sont à durée de vie longue, c'est 1 an en moyenne. Voilà, donc c'est pas très très long quand même, et on en génère tous les jours. Donc tous les jours, il y a énormément de cellules comme ça qui sont générées. Voilà, donc ça c'était le petit film d'animation, mais ce n'est pas un modèle mathématique. Donc on a fait le modèle mathématique après, où on peut aussi enlever le thymus chirurgicalement et puis voir ce qui reste justement des cellules naïves. Donc ça, c'était une simulation et les données expérimentales. Donc, on se rend compte qu'il nous reste les cellules longue vie naïves, justement. Donc c'est comme ça qu'on peut estimer leur durée de vie. Et donc ça, c'était le modèle ODE. Alors le problème du modèle ODE, c'est qu'on ne peut pas tellement facilement le modifier. Et donc, moi, je me suis retrouvée confrontée au problème de vouloir rajouter des choses dans mes modèles. Et on m'a dit, avec les ODE, c'est quasi impossible. J'avais déjà travaillé plusieurs années sur ce modèle. J'ai dit, bon, je refuse de refaire des ODE. Donc, je suis passée sur des modèles discrets qui permettent de faire des modèles multi-agents et d'unifier les modèles sous un langage de diagrammes qui permet aussi de mieux communiquer, de décrire les objets, leur état, leurs relations, et puis d'évoluer avec des transitions parallèles. Donc, c'est maintenant de ça que je vais parler. Donc, c'est un peu l'évolution des modèles. Donc, en fait, les équations différentielles qui m'ont servi dans le premier modèle peuvent être illustrées par ces diagrammes de transition, c'est-à-dire que des cellules de type A vont évoluer vers un état B, par exemple, et puis ils vont pouvoir éventuellement proliférer ou mourir, ou faire pour celle-là une transition vers le phénotype CD4 ou CD8, par exemple, donc 2 types de cellules différentes.
Voilà, donc c'est ce formalisme qu'on a utilisé et pour montrer qu'on peut décrire en fait le système donc de transition des lymphocytes de leur état naïf, qui viennent de sortir du thymus par exemple, et puis qui vont s'activer face à un antigène, un virus par exemple, devenir effecteur, puis mémoire, ou revenir à un état d'effecteur, puisque les cellules peuvent basculer d'un état vers l'autre, et puis migrer d'un ganglion, ou d'une blessure par exemple vers un ganglion, ou elles se baladent, les cellules, elles ne restent pas toujours à la même place. Et en même temps, transiter dans le cycle cellulaire, c'est-à-dire qu'elles passent par différentes phases du cycle cellulaire. Elles sont d'abord quiescentes, et puis elles rentrent dans le cycle cellulaire, elles vont dupliquer leur ADN pour pouvoir se diviser et donner 2 cellules. Et à chaque fois qu'elles se divisent, eh ben, elles vont faire ce processus. Et donc, on peut, avec ces modèles, justement travailler avec des processus en parallèle, donc de différenciation, de migration, de cycle cellulaire et même de génération, du nombre de générations de cellules. Et ici, on voit le diagramme de state machine en fait, de ce modèle qui est équivalent à toutes ces équations différentielles, mais qui est généré automatiquement. Donc, c'est ce type de formalisme qu'on aurait utilisé pour transformer ce modèle initial et la petite animation que j'avais fait pour en déduire les paramètres, pour le reconceptualiser, le refactoriser sous cette forme de diagramme, donc avec des processus parallèles qui montrent la différenciation, par exemple, des cellules double négatives, donc les jaunes qui rentrent initialement dans le thymus, qui vont faire 6 générations, qui vont passer dans le compartiment d'après, donc c'était les cellules rouges qui sont double positives, qui vont faire 5 ou 6 générations et qui vont donner après les CD4, qui vont refaire la prolifération clonale à la fin après leur sélection, ou les CD8. Et donc ça, c'est le state machine, donc on a un processus en tapis roulant et on voit toutes les générations de cellules. Et puis, en fitant ça aux données expérimentales, je peux calculer exactement combien j'ai de cellules à chaque génération. Voilà. Et donc, on peut faire la simulation de certaines conditions. Par exemple, ici, on avait tué les cellules en division. C'est ce que je vous avais montré sur un des premiers graphes. Donc, on donne un traitement qui déplète les cellules en division pendant 7 jours. Donc, c'est une chimiothérapie, genre chimiothérapie anticancéreuse qui tue les cellules en division. Normalement, les cellules tumorales. Mais comme ça affecte aussi les lymphocytes parce qu'ils ont une très forte prolifération, et ça tue une majorité des cellules. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si le système va se reconstituer ou pas, donc s'il va être résilient ou pas. Et comme je vous ai dit, chez un individu jeune, c'est relativement résilient. Donc, on revient à peu près au point de départ. En revanche, chez un individu âgé, ce n'est plus le cas. Voilà, donc ça, c'était les premières modélisations. Après, j'ai repris un modèle de la littérature qui est montré ici, qui était écrit, c'était un automate cellulaire qui était écrit en Fortran 40 et c'était absolument incompréhensible pour moi parce que je ne suis pas du tout informaticienne. Et donc, ce sont des étudiants qui ont refactorisé ce modèle sous cette forme graphique au lieu d'avoir 50 pages de Fortran. Et donc là, on peut voir en parallèle les processus de différenciation des cellules. Donc, vous trouvez les cellules rouges, jaunes, vertes, bleues, là, que je vous ai montré dans la petite animation, mais cette fois-ci, c'est vraiment le modèle de multi-agent. Donc, des cellules qui évoluent sur la grille de cellules épithéliales. Donc, c'est les cellules noires ici qui dessinent des patterns parce qu'elles ne sont pas distribuées aléatoirement dans le thymus. Elles forment des petits groupes. Et les cellules qui se différencient, elles rentrent dans le thymus ici. Et puis, elles migrent. Elles ont des gradients de chémokines. Donc, c'est des molécules. Les gradients sont représentés ici en rouge, en vert et en bleu. Et ça les oriente. Donc, c'est comme des pancartes de signalisation dans la rue. Ça leur dit, prenez cette direction-là, prenez cette direction-là. Et donc, elles ont une migration qui est orientée comme ça. Et elles font leur petit circuit. Et pendant ce temps-là, elles palpent. Vous vous souvenez, vous avez vu les cellules épithéliales qui sont un peu aplaties, les cellules hémitéinées, ce sont elles. Et les lymphocytes les palpent et communiquent avec elles pour recueillir les informations par rapport à l'affinité qu'elles ont pour reconnaître les antigènes qui leur sont présentés. Et donc, c'est ce qu'on appelle le MHC binding, bref. Donc, les cellules peuvent rester libres ou être liées aux cellules épithéliales pendant un certain temps.
Et on peut aussi capturer donc leur localisation entre les différentes régions du thymus, cortex, médula, etc. Et donc faire ce type d'animation. Alors ça, c'est ce qui se passe dans une situation où on part d'un thymus qui est vide, il y a juste la structure épithéliale. C'est ce qui se passe en fait pendant l'ontogénie. Donc chez un embryon, on part d'un épithélium thymique qui est vide et on fait rentrer les premières cellules qui viennent des précurseurs hématopoïétiques. Et donc c'est ce qui se passe là, c'est la courbe que vous voyez là. Et on arrive à une homéostasie. Donc, quand la souris devient adulte, vers 6 semaines, on a atteint le plateau. Et donc, le système continue à se remplir, à se vider en permanence. Mais on reste dans un état d'équilibre. Ça, c'est le state machine du modèle. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est l'ontogénie. Donc, on exploite les ressources, en fait. On remplit le compartiment qui est vide. Et ça se fait avec la migration orientée guidée par les chémokines. Et donc, les cellules font ce trajet-là, dont je vous ai parlé, de différenciation avec les différentes couleurs. Et puis, on peut aussi altérer le système et voir comment il répond. Donc, dans ce cas-là, on a enlevé cette flèche-là d'orientation migrée et au moment où on enlève cette orientation migrée, en fait, les cellules partent de façon stochastique dans l'espace du thymus et en fait, elles se perdent. Et elles n'arrivent pas à temps pour faire leur différenciation normale. Et en fait, on se retrouve avec un système qui est anarchique, des populations qui sont surreprésentées, d'autres sous-représentées. Enfin bref, c'est le bazar. Et donc, ça simule en quelque sorte certaines pathologies. Voilà. Alors, il y a d'autres altérations que l'on peut figurer sur ces modélisations. Par exemple, en changeant les temps de contact. Donc, le temps de communication entre les cellules épithéliales et les cellules lymphocytaires qui traversent le thymus, le temps normal est de 24 minutes. Mais si on le réduit à 8 minutes, au lieu d'avoir une structure, comme vous l'avez vu tout à l'heure, normale, en fait, on a aussi des altérations. Donc, ça, c'est le gradient stochastique que vous avez vu tout à l'heure. Si on fait... Pardon ? Véronique, c'est juste pour te dire qu'il reste un peu moins de 5 minutes et après, on lance la discussion. Ok. Voilà, donc c'est les différents types de modélisation que l'on a pu faire et réunir sous un même formalisme donc le modèle ODE du départ et le modèle agent discret d'autre part. Alors après, on a des boucles de régulation, une fois que les cellules sont sorties du thymus, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, avec des boucles de régulation positives et négatives qui vont donner donc ces oscillations entre les différents types de cellules, les cellules naïves qui arrivent dans la rate, par exemple, qui, sous la pression d'antigènes, de vaccins, de virus, etc., vont devenir des cellules helper qui vont aussi donner des cellules mémoire et qui vont aider d'autres types de cellules à tuer, par exemple, des cellules infectées. Mais il est important d'avoir l'action de cellules régulatrices pour contrôler justement ces proliférations cellulaires et réduire l'action de ces clones, parce que sinon, ça proliférerait indéfiniment. Et voilà, c'est ça qui peut donner des inflammations chroniques. Donc, en fait, si on n'a pas assez de T régulateurs, on peut tomber dans des processus d'auto-immunité ou d'inflammation chronique. Et en laboratoire, on essaye de trouver d'autres méthodes pour renforcer l'action des cellules T régulatrices, alors qui sécrètent aussi des facteurs. Donc, voilà, on peut s'appuyer sur les facteurs sécrétés par ces cellules pour essayer de refaire basculer les systèmes. Voilà, je vais passer sur ça. Ça, c'est le vieillissement. Donc, c'est-à-dire qu'on a des grosses altérations par rapport à un thymus normal. Le thymus est très diminué et ne peut plus produire autant de cellules que chez un individu jeune. Peut-être, comme là, il reste 2 minutes, le mot de la fin, c'est-à-dire parce que c'est intéressant qu'on voit que tu avais évolué entre ODE, puis après les systèmes multi-agents avec un passage par quelque chose qui était plus ou moins formalisé dans ce que tu as montré. Peut-être revenir un peu sur ça, sur ton rapport à la modélisation. Je ne sais pas comment tu perçois, ce que ça t'a permis de voir de nouveau ou pas, ce que ça crée comme finir là-dessus, et après ça lancera la discussion, non ?
Ce que ça a permis de voir, c'est que voilà, c'est qu'avec ces modélisations, on est quand même capable de reconstruire un peu mieux ce qui se passe en termes de dynamique dans le thymus, des éventuels dysfonctionnements que l'on peut avoir avec des altérations, avec le vieillissement naturel, avec des pathologies, voilà, s'il y a des altérations aussi avec des infections virales, par exemple, qui atteignent les cellules du thymus, ça peut perturber les phénomènes d'interaction avec les cellules épithéliales, donc la communication cellulaire. Et ça, c'était des choses qui typiquement étaient pas bien comprises ou décrites ou alors, en fait, c'est des choses qui sont décrites, mais qui ne sont pas forcément modélisées ou quantifiées. Donc là, j'ai un autre exemple. Par exemple, si on veut aller au niveau de la prolifération cellulaire, ce dont on disait tout à l'heure, donc c'est s'intéresser vraiment aux cellules qui vont passer dans le cycle cellulaire ici. Et ça, c'est difficile à quantifier. Donc, on a été obligé de le faire chez la souris, par exemple, en faisant des pulses d'analogues qui colorent les cellules et on les voit passer dans le cycle cellulaire ici. Donc, on quantifie les cellules qui passent ici. On a des modèles mathématiques aussi. Bon, je vais passer sur ça. Toujours avec des boîtes de transit, et ça permet de reconstituer en fait ce qui se passe dans l'évolution des cellules qui traversent le thymus, donc pendant 3 à 4 semaines, entre les stades où elles entrent dans le thymus ici et où elles en sortent ici, donc il se passe 3 à 4 semaines, donc c'est les stades de différenciation, mais c'est un pseudo-time en fait ici. On voit que l'on a une prolifération énorme de ces cellules. On a à peu près 13 générations de cycles cellulaires qui se passent chez une souris âgée, chez une souris jeune, mais on n'en a plus que 9 générations dans une souris âgée. Et puis sur une autre souche de souris, on a d'autres profils. Donc ça veut dire que à l'aide de ce type de modèle, on est capable vraiment de faire des quantifications du nombre de cellules et de leur dynamique au cours du temps, au cours du vieillissement, et de discerner les différentes dynamiques dans différentes souches de souris, dans différents fonds génétiques. Donc, ça permet de mieux appréhender, de mieux quantifier en fait les phénomènes. Voilà. Et puis de faire des classifications hiérarchiques. Donc, ça permet d'obtenir des signatures vraiment, alors pas moléculaires ici, mais de la dynamique des cellules. Là, on voit des cellules qui sont en renouvellement très intense chez cette souche de souris et chez les souris jeunes. Chez les souris âgées, les couleurs sont un peu moins foncées. Et chez cette autre souris, la dynamique est encore plus faible. Donc, ça veut dire qu'on est capable justement de quantifier et de distinguer différents profils, donc éventuellement aussi par ces techniques différentes pathologies, voilà, l'action de différents traitements. Merci beaucoup. Je pense peut-être qu'on peut s'arrêter sur ces choses-là, parce qu'il y a encore beaucoup de choses, mais pour passer à la discussion. OK. Bravo, merci beaucoup. Est-ce que dans la salle, peut-être, Franck, peut-être tu as une réaction ou pas, parce que je vois que tu as fait beaucoup de notes. Oui, voilà. Je suis toujours fasciné et intéressé quand j'entends Véronique, même si je ne comprends pas tout, mais je trouve qu'il y a effectivement une capacité à avoir une compétence biologique impeccable et en même temps le sens des systèmes complexes et comment on les implémente. Même si elle se défend justement de bien connaître la programmation, je pense que mathématiquement, elle a formulé des choses intéressantes. Alors, du coup, elle s'arrête effectivement sur un slide où il y avait un concept que tu n'as pas très rapidement évoqué, mais qui était dans ton résumé. Alors, j'aurais une première question sur cette question, enfin, cette notion d'auto-assertion. Comment tu traduis self-assertion? Comment tu traduis auto-assertion? Enfin, moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est le réseau lui-même qui s'auto-asserte et qui se maintient, en fait, résilient. C'est ton CSI ou CIS, c'est ça? C'est pardon, je n'ai pas compris. C'est le CIS. Oui, c'est ça, c'est le Central Immune System, en fait. Voilà. C'est les concepts qui ont été amenés par Yern dans les années 70 et qui a eu le prix Nobel en 1984-85 pour la découverte du réseau idiotypique, c'est-à-dire que les parties hypervariables des immunoglobulines ou des récepteurs sur les lymphocytes B, sur les lymphocytes T, en fait, comme ils sont tellement diversifiés, ils vont se reconnaître entre eux par dégénérescence.
Et donc, ça forme ce cœur de système donc, qui est auto-centré. Donc, c'est le système qui les produit et il se reconnaît lui-même. Et en fait, ça va donner une certaine régulation à ce système qui est connecté sur lui-même et éviter que les clones s'amplifient trop, puisque en fait, il y a des boucles de régulation dedans. D'accord. Et l'idée, c'est de maintenir le pouvoir de générer dans la diversité. Parce que si on génère des clones avec une intensité trop forte, ce que tu montres, ça rend le système moins résilient. En fait, il y a le système de filtre que j'ai montré de sélection, donc d'apprentissage et de sélection dans le thymus face aux cellules épithéliales, qui va faire que seulement certaines cellules vont être gardées, les autres vont mourir, donc en fonction de leur affinité de liaison avec ces cellules épithéliales, leur temps de contact, etc. Et si elles reçoivent le signal pour survivre, elles vont passer, elles vont arriver dans la rate et les ganglions, et puis après faire des réactions immunitaires. Et celles qui ont une trop forte affinité vont faire de la délétion clonale. Donc ça, c'est compatible avec la théorie de Burnett, la délétion clonale, la délétion des clones autoréactifs pour prévenir l'auto-immunité. Sauf que la délétion clonale, elle n'est pas à 100%. Donc, on se retrouve quand même avec des cellules autoréactives. Et l'autoréactivité naturelle, sans qu'elle soit pathologique, c'est à peu près 10% des lymphocytes qui sont autoréactifs naturellement. L'important, c'est qu'ils ne soient pas trop nombreux, en fait. C'est une question… qu'ils ne soient pas trop nombreux ou pas trop actifs. Donc, c'est pour ça qu'on a des mécanismes de régulation après avec des T-régulateurs. Donc, moi, j'ai contribué à travailler sur la découverte des T-régulateurs, justement, et on a eu beaucoup de mal à l'époque à publier nos articles parce que tout le monde était dans le dogme de la délétion clonale et faire passer un phénomène dominant, une mémoire dominante en réseau à des immunologistes qui étaient axés sur la délétion clonale et des mécanismes récessifs, ça a été un peu compliqué, quoi. Donc, voilà. Et ces T-régulateurs, ils ne représentent que 1% de l'ensemble des lymphocytes. Mais ils sont absolument nécessaires. Si on déplète les lymphocytes T-régulateurs, on meurt en 15 jours, 3 semaines à partir de la naissance, parce qu'on fait une auto-immunité tellement intense qu'on se détruit soi-même. Donc, on est absolument obligé d'avoir des mécanismes de régulation, parce que sinon, le système immunitaire, c'est une bombe interne. Hein. D'accord, donc tu retrouves une sorte de hiérarchie quand même nécessaire, minimale, entre des fonctions donc différenciées de certains lymphocytes. Comment ça, une hiérarchie? Je n'ai pas compris. Une hiérarchie fonctionnelle, qui sont régulateurs, comme il y a des gènes. Ah, ce n'est pas des gènes de régulation, c'est des fonctions. Non, je comprends bien, mais j'essaie de comprendre en quoi ils sont régulateurs. Ils ont une fonction différente. Oui, au lieu d'activer les lymphocytes, ils inhibent leur prolifération. Donc, comme ça inhibe la prolifération clonale, ça évite que les effecteurs qui veulent tout détruire, entre guillemets, détruisent tout. Voilà. D'accord. Et donc, ce que j'ai apprécié aussi, mais après, on laissera la parole à d'autres, peut-être, c'est qu'on retrouve une idée, mais pour toi, c'est pas évident, mais pour nous, ça l'est moins. C'est que tu as dit 2 fois qu'en fait, il n'y a pas assez d'informations dans le génome des êtres humains pour pouvoir régénérer le système immunitaire et que donc, il y a un moteur stochastique nécessaire. Donc, c'est intéressant du point de vue de philosophie de la biologie, de se dire qu'on se remet à chaque ontogénèse dans les mains du stochastique. Et c'est pour ça qu'on peut faire l'analogie entre la phylogénèse et l'ontogénèse. Exactement. D'accord, donc là, on a bien compris l'importance du moteur stochastique, qui est un moteur mathématique sérieux, qui doit vraiment être là, pour qu'il y ait justement, qu'on aille au-delà évidemment du biomodèle de l'apprentissage, de l'instruction. Il faut être resté là-dedans lorsqu'on a des notions d'immunologie, je ne sais pas, des années 30 ou 40. Donc évidemment, on dépasse la question d'instruction. Mais même s'il y a un peu d'instruction, j'ai trouvé que c'était intéressant. Oui, il y en a, mais il n'y a pas que ça. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas que ça. Et on retrouve aussi autre idée importante, le lamarckisme. Ça, c'est également intéressant. Donc voilà, donc il y avait plein de choses que j'ai aimées, mais merci à toi en tout cas. Et il y a peut-être… Oui, j'avais une autre question. Dernière chose. Lorsque tu fais des SMA, dans ton programme informatique, tu codes vraiment individuellement chaque cellule que tu fais passer à travers le state machine. Oui.
D'accord. Donc, tu ne traites pas des populations? Là, non, c'est des populations discrètes. Enfin, c'est des agents discrets. Des agents individués, et d'accord. Ouais. Mais en revanche, dans la plateforme, on a pu simuler la même chose en termes de population. Donc, en fait, notre modèle est compatible population ou agent discret. Ça fait les deux. OK. D'accord, merci. Et c'est seulement, j'ai oublié de le préciser, mais un thymus de souris, c'est à peu près 100 millions de cellules. Donc, un thymus d'homme, c'est des milliards. Hein. Bon, voilà. Mais on ne simule pas des milliards de cellules. Dans notre petite grille de ce que vous avez vu, il y avait 8000 cellules. Voilà. C'est une fraction, c'est vraiment on simule, disons, un micromètre carré de thymus. C'est tout petit. C'est un petit échantillon. Voilà. Mais bon. OK. Merci. Est-ce que dans la salle, il y a d'autres questions ou est-ce que dans la salle virtuelle, il y a des questions, des remarques, des commentaires Au moins peut-être sur le… Oui. On m'entend? Oui, on t'entend. Très bien. Oui, d'accord. Oui, donc, en fait, j'ai commencé les tests donc, des modèles de texturologie prétopologique, justement sur l'analyse d'image des cellules BET. Donc, c'était au CEA dans les années 70, donc fin 70, de 75 à 80. Et donc, on faisait surtout des modèles d'analyse de texture, donc des cellules. On n'avait pas encore les moyens, les machines encore pour les machines à flux pour analyser des populations de cellules n'étaient pas encore en place. Donc, on avait le traditionnel analyse par microscope, photographie et analyse de texture, donc des noyaux cellulaires. Et puis après, dans les années 80, j'ai fait les cartes électroniques pour l'histopéricolore, donc qui était une machine donc, qui était pour l'analyse d'image des cellules en général, puisque bon, il y avait les cellules aussi de muscles, etc. À l'époque, il y avait pas mal d'analyses cellulaires. Donc, et je vois qu'en effet, la dynamique, bon, j'avais fait remarquer qu'en effet, il fallait analyser plus les choses dynamiquement que statistiquement, et on pouvait obtenir les processus markoviens, par exemple, prétopologiques, permettaient d'obtenir des processus stochastiques beaucoup plus informationnels que les markoviens topologiques. Donc là, il y avait un jeu de modèles mathématiques, en effet, qui intervenait dans la façon de percevoir l'aspect donc pathologique donc des cellules. Donc, voilà, donc c'était vraiment intéressant de voir comment l'évolution est arrivée progressivement. Enfin, maintenant, ça fait… Alors, je peux compléter que moi, j'ai commencé aussi, avant qu'il y ait la cytométrie de flux, qu'on puisse regarder des populations multiparamétriques, à travailler sur des cellules avec des anticorps sous microscope et avec différentes couleurs d'anticorps ou même des rosettes, voilà, pour quantifier les populations CD4 chez les patients HIV en 1985, par exemple. Ah d'accord, c'est l'époque. Il y a eu une forte évolution technologique depuis, puisque maintenant on peut faire du multiparamétrique avec même 100 paramètres par cellule, juste sur le phénotype cellulaire, par exemple, et les quantifications que j'ai montrées, enfin, ou pas tout, là, sur la prolifération cellulaire. En fait, j'ai 60 paramètres à regarder en même temps, quoi, sur une seule cellule. Donc, ça donne des analyses qui sont difficiles aussi à faire derrière. Oui, mais alors là j'avais prôné, moi, les images multiparamétriques. Donc, puisqu'à l'époque, avec les analyses factorielles et autres, on n'avait que 7 paramètres maximum, donc ce n'était pas extraordinaire. Et là, comme l'imagerie et les textures montraient qu'on avait beaucoup de paramètres, ça permettait, en fait, en créant des images multiparamétriques, d'avoir une très grande quantité de mesures, plus un grand nombre d'échantillonnages, le nombre d'images,
et ça permettait comme ça de faire des analyses. En faisant l'analyse de texture de l'image multiparamétrique, ça permettait de classer les populations et de les caractériser. Donc, mais on restait alors et donc on avait des cultures donc temporelles dans le temps pour voir à ce moment-là on simulait une évolution. Donc, ça permettait de traiter déjà un certain temps, mais qui était infime par rapport à ce que vous faites maintenant, avec une quantité de population importante et un temps de culture aussi très, très important. Vous voyez vraiment une évolution de la population et vous pouvez Alors, en détecter donc des pathologies. si je peux rajouter quelque chose, les cultures ne se superposent pas du tout au comportement qu'on voit in vivo, justement. Et par exemple, les principes de tolérance dominante que l'on peut mettre en évidence in vivo ou de mémoire immunitaire que l'on peut voir in vivo, on ne les voit pas in vitro. Donc, bon, en fait, il faut vraiment faire attention, être prudent, parce que un environnement de boîte cellulaire in vitro dans une culture, c'est quelques cellules que l'on met ensemble et le réseau, justement, il n'existe plus. Ah oui. On n'a pas toutes les boucles de régulation et d'émergence qui sont possibles in vivo. Donc, étudier sur des animaux, c'est absolument nécessaire parce que c'est comme si vous mettez des neurones en culture dans une boîte, ça ne va pas marcher. Hein, voilà, on est à peu près au même niveau. Donc, en fait, pour regarder le comportement d'un système immunitaire, c'est vraiment in vivo que ça doit se faire, éventuellement il faut faire des prises de sang, oui, éventuellement ex vivo, mais il faut faire un maximum de in vivo parce qu'on ne peut pas étudier des rejets de greffe, la mémoire immunitaire, de la tolérance immunitaire, etc., dans des boîtes de culture. C'est absolument impossible. On a des résultats opposés souvent parce que justement, on perd l'émergence et on perd les comportements dominants. Oui, d'accord, oui, je comprends bien. Tout à fait. Par exemple, dans les boîtes de culture, on voit des cellules qui réagissent. Alors, on se dit, ah, il y a un rejet, il n'y a pas de tolérance. Mais en fait, in vivo, il y a de la tolérance. Donc, parce que les cellules, parce que les boucles de régulation négatives ne sont pas en place dans les boîtes de culture. Voilà. Oui, tout à fait. Mais j'avais imaginé dans les boîtes de culture de mettre des structures, des structures maintenant qu'on peut faire en 3D printing pour pouvoir spatialiser, en fait, puisque généralement, Oui, en effet, possible. on avait le problème des cultures en fond de logette, donc, qui faisaient qu'elles s'entassaient les unes sur les autres, et on étudiait en fait la mort progressive. Bon, j'avais fait un automate cellulaire, de la culture cellulaire automatique, et on analysait l'imagerie, mais progressivement, les cellules se développaient, elles avaient un certain comportement, mais elles finissaient par… donc, il y avait un système pour les nourrir, donc avec le milieu de culture, mais au bout d'un certain temps, je ne sais plus, c'était moins d'une semaine, elles s'auto-détruisaient, elles redevenaient en boule. En culture, les cellules n'ont pas les contraintes qu'elles ont dans un organe. Par exemple, Voilà, la différenciation des cellules que je vous ai montré dans le thymus, on ne peut pas le faire sur des plaques de culture parce que les cellules, elles doivent être dans une conformation tridimensionnelle, mais par contre, on peut le faire dans l'organogénèse, c'est-à-dire qu'on prélève les thymus au stade embryonnaire de l'embryon que je vous ai montré au début, là, donc une toute petite partie, c'est de la microchirurgie, on dissèque ça. Et on fait une culture organotypique in vitro. Mais comme on a la poche de l'épithélium thymique, en fait, ça fait une structure tridimensionnelle et les cellules vont pouvoir pousser au milieu et se développer et générer des cellules comme dans un thymus. Et avoir des interactions naturelles. Avoir des interactions plus ou moins naturelles. Oui. Je ne peux pas vous couper en plein, je sens que l'échange est fécond et que je vais vous créer une salle virtuelle. Non, mais c'est peut-être pour laisser s'il y a d'autres questions, parce que là, tout le monde ne va peut-être pas pouvoir suivre les subtilités de ce qui est discuté. Ce qui est intéressant quand même, ce qu'on entend, c'est Véronique, tu insistes sur la différence entre les résultats ou les observations in vitro et in vivo, que tu as déjà évoqué un peu avant. Est-ce que dans la salle là, Vincent, vous avez des remarques, des questions de compréhension ou de lecture pour approfondir? Question de compréhension de Vincent, vas-y, parle un peu plus fort. Sur le système immunitaire inné, j'ai vaguement compris, d'après ce que tu as dit, que c'était
délocalisé dans le thymus, dans les cellules épithéliales. Est-ce que je fais un contresens? Enfin, les cellules épithéliales font partie des cellules de l'immunité innée, mais des cellules d'immunité innée, il y en a ailleurs que dans le thymus. Il y en a plein dans la peau, par exemple, ce sont des cellules dendritiques. Il y en a qui circulent dans le sang, c'est des monocytes. Dans les tissus, des macrophages. Tout ça, c'est des cellules de l'immunité innée. Et puis sur les épithéliums. Mais voilà, elles sont aussi distribuées un peu partout dans l'organisme. Elles sont souvent au niveau des muqueuses. Par exemple, si vous vous blessez, vous coupez. Voilà, c'est les premières qui vont intervenir et déclencher une réponse inflammatoire. Par exemple, après un vaccin, en quelques minutes, vous sentez bien que ça brûle, ça commence à chauffer. C'est elles qui arrivent tout de suite sur le terrain et qui vont transmettre ensuite les informations aux lymphocytes. Ils vont mettre un peu plus de temps à s'activer. Donc, il y a une différence d'activation et de réponse des cellules de l'immunité innée. Elles ont une réponse immédiate et assez optimale. Et les cellules d'immunité adaptative vont mettre plusieurs jours à s'activer, à amplifier leur clone, etc. Donc, la réponse va mettre à peu près 10 à 15 jours pour pouvoir résoudre une infection, par exemple. Enfin, pas toutes, hein, mais bon, voilà, en moyenne. Les cellules d'immunité innée, ça agit en quelques minutes, quelques heures. Mais les cellules d'immunité innée ne peuvent pas se reproduire. Donc, en fait, il n'y a pas d'amplification clonale. Donc, ça suffit chez les plantes et puis chez les organismes assez primitifs pour lutter contre des pathogènes qui ne vont pas trop se répliquer, etc. Mais chez les vertébrés supérieurs, ça ne suffit pas. Et c'est pour ça que l'immunité adaptative est nécessaire pour lutter contre des infections qui ont un très fort taux de prolifération, par exemple. OK. Merci beaucoup. Il y a Dominique qui a levé la main. Ça sera, je pense, la dernière question. Dominique Pastor. Ah, bon, d'accord. En fait, j'avais deux questions, donc je vais en poser qu'une seule, laquelle je choisis. Ah ben tiens, il y a quelque temps, j'avais écouté une émission très intéressante sur France Culture qui était la conversation scientifique d'Étienne Klein, où il parlait de à travers les travaux de Jules Hoffmann. De la quoi? Ça a été coupé. Ça a été coupé? Oui, on n'a pas compris sur quoi travailler. On ne t'entend pas, Dominique. J'ai dit la dernière question, tu pouvais quand même la poser, Dominique. On ne l'entend plus. Je crois qu'il a des coupures de réseau chez lui. Ça ne marche pas très bien. C'est des Bretons. Bon, il y a peut-être une autre question en attendant qu'il revienne avec un micro qui fonctionne. Non, mais voilà. Vous m'entendez là? Ah, ça revient. C'est revenu là? Oui. Non, mais le système a changé de micro, je ne comprends pas pourquoi. Donc, ma question, c'était Jules Hoffmann qui s'était intéressé à la part innée de l'immunité. Et je voulais savoir comment l'approche de Hoffmann s'articule avec ce que tu nous as dit. En fait, Hoffmann, c'était la mise en évidence des toll-like récepteurs, etc. Donc, c'est des récepteurs de l'immunité innée qui sont très conservés à travers les espèces. Entre la drosophile et l'homme, par exemple, il y a des très fortes homologies de séquences, etc. Enfin, c'est des récepteurs invariants qui sont très conservés dans les espèces et qui effectuent toujours à peu près la même fonction. Donc, c'est le type de senseur ou de récepteur invariant que l'on trouve dans l'immunité innée, alors que dans l'immunité adaptative, c'est justement des récepteurs qui sont variants et stochastiques, sélectionnés, qui permettent de l'amplification clonale. Donc, c'est vraiment la grosse différence entre les deux types de systèmes. Donc, Hoffmann soutient ce sur quoi on est en train de travailler, quoi, quelque part, en partie aussi. Soutien, je sais pas. Enfin, si non, soutien, sur le fait que ça soit compatible, oui. Non, mais que le fait que l'immunité innée ne voit que des choses qui ont été très conservées dans l'évolution, oui, voilà, c'est ça que ça raconte. D'accord, ok. Relativement conservé. Ok. Bien, merci beaucoup. Comment dire, voilà, là, il est à peu près l'heure, on va faire 5 minutes de transition. Merci Véronique. Comment dire, on va enchaîner. Je vois qu'Andrea Cavazzini a réussi à nous rejoindre parce qu'il y a eu des problèmes de connexion. Voilà. Dominique, tu peux enlever ta main qui est levée, sinon après je vais croire que tu veux toujours lever la main. Je vais arrêter l'enregistrement.
Voilà.